Bonjour, nous sommes le 24 décembre. Il va être 13 h et nous allons shooter l'opus 2 sur le chocolat. Alors, intérieur, extérieur. Petite enquête d'opinion, on fait un sondage. Mademoiselle Poulout. Ouh, non. Non. On est trop bien ici. En plus, on prépare le réveillon. Croquette spéciale pour le réveillon. Histoire de me donner un peu du cœur à l'ouvrage. Bon, suite de l'enquête d'opinion. Monsieur Garfield. Oh, mais il est bien là, Monsieur Garfield. Oh non, je ne veux pas aller à l'extérieur non plus. Monsieur Goliath, peut-être? Monsieur Goliath? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais on doit aller promener. Hein? On doit aller promener. Ouh, non, mais on ne peut pas se gratter tout le temps. Non, ça ne va pas. On ira se promener après le shooting. Et on va peut-être commencer à retrouver des champignons. Des petites mycènes qui poussent sur les écorces. Si j'en trouve, je vous les mets sur Facebook. Bon, alors, celui qui finalement décide. Ouf, non, il baille aussi. Oh là là, mais ils sont tous en train de bailler. Oh, mon oxo. Oh oui, mon Badou. Mais oui, on ne fera plus le truc du chapeau musical. Non, c'était pas gentil. Hein? Oh non, c'était vraiment pas gentil. Oh, mon Badou. Bon, toutes ces images de synthèse, évidemment, sont créées par une société spécialisée dans les effets spéciaux. Et donc ça, je vous l'offre gratuitement, alors que, en fait, moi, ça me coûte très, très cher. Je voudrais que vous en teniez compte, ok? Bon. Alors, on a du pain sur la planche, donc on va pas... Fini. On ne parle plus d'animaux, ni de leurs images. On avance, parce qu'on a plein de travail avec... Ah, ça, c'est Goliath. Il va vouloir venir. Et voilà. On a du Goliath. Pote Poudjou. Oh, mon babou. Eh ben, hein, ils sont mignons, hein. Enfin, bon, tout le monde n'aime pas, hein. Bon. Alors, nous en étions restés à l'opus 1. Je ferais mieux de couper mes sons, moi. Nous en étions restés à l'opus 1 sur les différentes variétés de cacaoyers qui donnent donc des cacaos différents. Bon, on va un tout petit peu rebobiner le film en arrière parce que je vais vous parler, je vous ai déjà parlé du... je dois toujours bien me concentrer pour ne pas mettre des i où je ne devrais pas en mettre, hein, et je vais bien étaler tout ça pour ne pas m'emmêler les pinceaux. On a déjà parlé du forastero, hein, qui veut dire étranger, et je vous avais aussi abordé le trinitario, qui est un hybride du forastero et du criollo. Ce sont les trois grandes variétés de chocolat. Et justement, maintenant, je vais vous présenter le criollo. Alors, le criollo, c'est la perle des cacaos, c'est le top du top. Il y en a peu. Les chiffres varient, c'est 1, 2, 3% du commerce mondial. C'est vraiment rien du tout. C'est des chocolats de... Enfin, cette variété de cacaoyers donne des chocolats de très grand luxe. Et donc, il faut les déguster à leur juste valeur. Et en fait, ça, c'est la variété originelle qui a été, disons, cultivée, découverte, puis cultivée par les Mayas. Et alors, je voulais revenir un peu sur cette histoire de Maya, donc il y a 3500 ans, probablement 1500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est assez précoce. Et c'est avant que les Aztèques ne fassent aussi cette découverte, mais eux, évidemment, c'est en Amérique du Sud, pas au Mexique. Mais les Mayas
utilisaient donc les fèves de cacao pour en faire des boissons non alcoolisées, quoique j'ai lu aussi l'inverse, ça dépendait probablement des lieux, des époques, mais alors très pimentées, hein, donc des épices canon. Alors ils pouvaient aussi le mélanger à de la farine de maïs et ça faisait une boisson fermentée très en vogue, mais très épicée et très amère, ce qui n'a pas plu aux conquistadors espagnols, entre parenthèses. Enfin, on va y revenir. Alors, ce qui est fascinant, c'est que chez les Mayas, je trouve que ça mérite d'être dit, c'est que les fèves de cacao séchées, hein, servaient de monnaie. On achetait un lapin avec 10 fèves de cacao. On achetait de la poterie avec 12 à 25 fèves de cacao en fonction de la taille du pot. Bon, Goliath fait de son nez, hop, voilà. Il ne peut pas être sur les genoux, je vais être dans les bras. Bon. Mais au moins que ça nous laisse de la place pour étaler toute ma documentation. Donc je trouvais ça intéressant et en fait, les Aztèques ont fait pareil, mais eux, c'était pas du criollo. Hein. Le criollo, c'est au Mexique et les Aztèques avaient du forastero. Enfin, ils ont découvert la variété qui est devenue le forastero, que les Espagnols ont appelé forastero. Et les Aztèques, eux, dans le même état d'esprit, obligeaient les peuples vaincus, ils étaient très, très impérialistes, hein, bon, eux aussi, ils obligeaient les peuples vaincus à payer avec des fèves pour les taxations. Donc, vous voyez, ces fèves de cacao, ça a quand même un fameux passé, si pas un passif, parce qu'évidemment là, c'était pas, enfin, c'était de l'envahissement, mais les Aztèques appréciaient beaucoup les fèves de cacao et ils disaient déjà à l'époque qu'elles avaient des effets positifs, enfin, ils les transformaient là aussi en boissons, des effets positifs sur la fertilité et ça permettait de lutter contre la fatigue. Ils en mettaient dans les tombes. Donc les défunts partaient dans l'au-delà, selon leur croyance. Leur dernier voyage était accompagné par des fèves de cacao. C'est quand même, hein, on continue à découvrir des choses ici. Moi, je trouve impressionnantes. Bon, j'essaie de ne pas bredouiller avec les lèvres sèches. Alors, les conquistadors espagnols ont trouvé ça horrible. Amer, trop épicé, bon, vous voyez pas l'intérêt. Et ce sont des carmélites, donc vous savez que les conquistadors, les guerriers, les conquérants ont très vite été, je crois même d'emblée, hein, pour beaucoup d'entre eux, pour certains d'entre eux, accompagnés par des religieux. Et ce sont des carmélites dans la province mexicaine d'Oaxaca qui ont eu l'idée d'ajouter du sucre de canne, voire du miel, à ces boissons. Et là, ça a été tout autre chose. Ça a été aussi ajouté dans la préparation de chocolat comme on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est à ce moment-là que il y a eu ces évolutions. Les breuvages donc resucrés, chocolatés, sucrés ont été amenés en Europe et ont connu du succès à partir du moment où on y mettait, en Europe on a mis du miel, de la vanille. Bon, c'est encore des choses qui se font aujourd'hui. Et en France, puisque il y a beaucoup de Français qui me suivent, c'est à Bayonne qu'a vraiment été intronisée la boisson au chocolat lors du mariage royal entre Louis XIII et Anne d'Autriche, mais qui était rattachée à la couronne d'Espagne. C'est par l'Espagne que c'est venu, pas par l'Autriche. Bon, l'Autriche, ça y est arrivé après, mais ne vous méprenez pas. Donc, c'est Anne, l'épouse de Louis XIII, qui a amené cette boisson chocolatée en 1615, qui a fait oserais-je dire qu'elle a fait un tabac? Bon, c'est pas de très bon goût, ok, on passe.
Et alors, du temps de Louis XIV, c'était vraiment une boisson royale, très aristocratique, que les nobles buvaient, hein, des chocolats chauds, des chocolats au lait aussi déjà, en boisson. Hein. Et alors, c'était une boisson de la cour, et le peuple n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, il y avait vraiment une séparation de classes très, très marquée. C'était vraiment flagrant et choquant. Et puis après, le chocolat s'est évidemment démocratisé, comme vous le savez, pour poursuivre cette saga, parce que ce sont des noms connus aujourd'hui. Par exemple, c'est Lindt qui a mis au point certains aspects techniques de la préparation du chocolat au XIXe siècle en Suisse. Et bon, Lindt existe toujours, en tout cas sous le nom d'une marque. Bon, je ne sais pas si les descendants sont actionnaires ou pas, ou comme. Je n'ai pas fait cette enquête. Donc, le Criollo, c'est vraiment la version super luxueuse, rare, et le nom Criollo a la même racine que créole, ok? Et donc, c'est de l'espagnol aussi au départ, hein. Criollo voulait dire créole, comme on les trouve aux Antilles. Alors, le Criollo, très haute qualité, peu de rendement des arbres fragiles. Hein. Alors, au départ, évidemment, il est parti du Mexique, mais il s'est répandu en Amérique centrale, Caraïbes, nord de l'Amérique du Sud. Et donc, c'est encore aujourd'hui là qu'on trouve la variété Criollo. Mais bon, il faut Venezuela aussi, mais il faut y aller vraiment très soigneusement parce que ce sont des plants fragiles. Venezuela, il y a du Criollo, ça je peux vous le dire encore aujourd'hui parce que au Venezuela, il y a un village mythique qui s'appelle Chuao, qui se trouve dans le nord-ouest. J'ai vu ça sur la carte en travaillant sur tout ça hier. J'ai pas mal travaillé sur tout ça, je peux vous dire. Mais enfin, bon, j'aime bien quand on aime, on ne compte pas. En tout cas, pas en temps. Ceci dit, si vous voulez m'envoyer un peu de chocolat Chuao pour récompenser mes efforts, mais c'est difficile à trouver. On en fait 20 tonnes par an. C'est du Criollo de top niveau qui a commencé à être produit au XVIe siècle. Et apparemment qui a commencé à être apprécié par les pirates qui étaient nombreux dans cette région du monde. Bon, enfin, le village, vous savez, c'est folklorique, hein, on y accède par bateau, enfin, c'est vraiment très, très particulier. Mais bon, ça a de la gueule, hein, bon, je veux dire, hein, ça donne un peu faim tout ça. Hein. Quand même 13 heures, on n'a pas mangé ici. Est-ce que je peux manger du chocolat maintenant? Non, je ne crois pas. On verra en dessert éventuellement. Alors, ce Criollo est très très haut de gamme. Il y en a quand même une quatrième variété. Alors, il y en a probablement d'autres. Bon, ben, il y a des hybrides, des sous-variétés. Il y a quand même une complexité. Mais il y a une quatrième variété dont je veux vous parler, c'est le Nacional. Nacional avec C en espagnol, qu'on trouve en Équateur, qui est une très ancienne variété qui remonte à l'époque des autres variétés, qui donc est spécifique de l'Équateur, qu'on trouve, je pense, surtout sur le versant qui va vers l'océan Pacifique, pas du côté atlantique en Amazonie. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de renaître depuis le début du siècle, depuis 2002. L'Équateur, parce que moi j'ai été en Équateur en 1995-94 à Quito. Très très beau voyage, magnifique. Oh.
Quel souvenir. Et bon, on parlait pas de ça, en tout cas ça ne m'a pas... de toute façon, je vous dis, c'était un peu tombé en désuétude. Il y a eu des maladies, il y a eu la concurrence très forte de l'Afrique qui a pris l'ascendant sur le marché mondial. Les bananes et le café rapportaient plus en Équateur. Bon, ils ont laissé tomber leur national et ils ont basculé sur sur d'autres cultures à exporter que je viens de citer. Mais ce national est très intéressant, très intéressant. Visiblement, d'après les descriptions, j'ai pas goûté, pas encore, mais qu'est-ce que le Père Noël m'a apporté il y a 2 jours? Bon, bah écoutez, il y a la marque, bon, bah, c'est une marque très vertueuse, très respectueuse, une des premières qui a lancé l'éthique, qui a lancé les partenariats avec les petits producteurs, parce que la production de chocolat, à 85%, ce qui est énorme, est faite par des petits paysans qui n'ont que quelques hectares, ok, des petites fermes, voire encore plus petites, hein, ça peut aller vraiment jusque le petit producteur qui a quelques dizaines d'arbres, et puis voilà, il vend ça à la coopérative locale qui regroupe plusieurs petits producteurs. Donc ceci, c'est un 90% de cacao, 90%. Je vous expliquerai plus tard exactement comment ça se calcule. J'espère que j'aurai le temps aujourd'hui. Sinon, on est parti pour un opus 3, hein, les gars. Alors, voyez, ça c'est très intéressant. Alors, ça tombe super bien. Alors là j'ai pris mon pied avec tout ce bazar. 90% de cacao, donc c'est très peu de sucre. Ben, c'est 10% de sucre, hein, autant vous le dire. Mais je vous expliquerai mieux les histoires de pourcents. Et puis alors, je vous expliquerai aussi les chocolats noirs, au lait et blanc. Je vous dis tout de suite, chocolat blanc, niet. Hein, parce qu'on me pose la question, niet. Mais je vous donnerai toutes les justifications. Et donc ici, vous voyez, en italique en dessous, noir intense aux notes fruitées et florales. Ça, c'est typique du national. C'est très fruité, très floral. Donc, il y a énormément d'arômes dans tout ça. Je vous expliquerai aussi comment les arômes sont amenés. Et alors, voilà, c'est comme les vins. Vous avez tous les types d'arômes. Alors, vous voyez, fruité, floral au-dessus. Je renvoie à national sur le côté. Mais vous avez 3, 6, 9 types d'arômes. En fait, dans le chocolat, je vous le montre ici, il y a 600 molécules différentes qui varient évidemment selon les variétés et, je veux dire, les cépages, selon les terrains sur lesquels c'est cultivé. Bon, c'est pas n'importe quoi tout ça, hein. Et donc on peut les travailler comme on travaille les vins. Bon, moi, je suis pas spécialement... peut-être que j'ai pas développé ça, il y a peut-être moyen de faire des progrès, mais bon, de là à moi à donner tout un tas de qualificatifs et tout ça, bon, c'est au-dessus de mes moyens, mais il y en a peut-être parmi vous qui le disent. Alors, un dernier mot sur le national, puisque c'est un peu le thème que je termine maintenant. Ça insiste très fort, je veux vous montrer ça, vous voyez, regardez, ça c'est génial. Il y a les mères cacao, je vous renvoie à l'opus 1 si vous comprenez pas ce que c'est. Donc des grands arbres appartenant à la famille des légumineuses. Et alors, c'est vraiment de l'agroforesterie, ok. C'est le café national, qu'on appelle aussi Arriba, mais bon, c'est la localisation géographique. Arriba, je pense que national, c'est plus pour l'exportation, est basé, part d'un mouvement agroécologique. Donc, vous voyez, il y a des choses vertueuses dans le chocolat, parce que vous n'arrêtez pas de me bombarder avec vos additifs, hein. Bon, tout le monde bombarde avec vos additifs, les métaux lourds, je vais y revenir, ok. Tout ça va être parcouru, mais en tout cas, j'ai mon national. J'ai du criollo quelque part, j'ai tout ce qu'il faut en dessert. Bon,
Alors, finissons-en avec cette espèce d'histoire du chocolat et transformons un peu l'histoire en géographie. Donc voilà, hein, ça je vous avais montré la fois dernière, les 3 types de cabosses, hein, Forastero, Criollo et Trinitario. Vous voyez qu'on peut les reconnaître quand on s'y retrouve. Il y a, hein, ça peut être plus compliqué que ça. Et ce que je trouve bien de partager avec vous, c'est cette exportation progressive de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, des Caraïbes vers l'Afrique. Et ça s'est passé au 19e siècle. Okay, une petite parenthèse là-dessus. C'est les Portugais qui ont amené du Forastero venant d'Amérique du Sud à l'île de Sao Tomé, qui est en face du Gabon, qui est une île dans l'Atlantique. Hein. Alors, il y a des chocolats qui viennent, c'est connu, hein, c'est prisé, hein, le Sao Tomé. Et ça, c'est en 1822. Les Espagnols, eux, ont amené toujours du Forastero en 1854 à l'île de Fernando Po, qui a changé de nom depuis, mais enfin, moi, je connaissais ce truc de Fernando Po, je vais le garder, qui est en face du Cameroun. Et c'est de Fernando Po qu'en 1878, le chocolat, pas le chocolat, les cacaoyers, parce que le chocolat, c'est plus dans le monde occidental qu'on le fabrique, hein. Là, on parle des producteurs, les cacaoyers ont débarqué en 1878 sur la Gold Coast, la côte de l'or, hein, parce qu'il y a eu une ruée vers l'or là-bas aussi, qui aujourd'hui n'est autre que le Ghana. Le Ghana est un producteur important, très important de cacao, mais ce n'est pas le premier producteur mondial. Le premier producteur mondial, c'est la Côte d'Ivoire, qui est juste à côté. Bon, voilà. J'en avais parlé d'ailleurs dans l'opus 1. Hein. Je regarde si je n'oublie rien, pour être complet, on avance. Alors, c'est le moment, je crois, de faire le point sur tous les pays producteurs, parce que je trouve ça quand même fascinant. Vous trouvez ça sur les emballages, hein, regardez. Bon, je ne sais pas pourquoi je ferai voilà, une autre marque ici, que je dise, moi, je ne reçois pas de commission. Je n'ai pas payé les chocolats, mais c'est à cause des patients et des youtubeurs et pas à cause des firmes. Hein. Je peux vous dire, ils se foutent de ma soi-disant publicité. Alors, je vérifie. Enfin bon, je suppose que c'est aussi du national, parce que voilà, Équateur, hein, encore une fois, 90%. Donc, un beau, super produit. Là aussi, il y a tous les labels possibles, imaginables. Hein, il y a beaucoup de labels, hein, sur tout ça. Je les montre ici sur les... Alors, celui-là, c'était du 100% du Pérou. Hein, on reparlera des pourcents. Et alors, j'y viens. Tout à côté du Ghana, il y a le Togo. Voilà. Vous voyez, l'Afrique produit beaucoup de cacao, de fèves de cacao, parce que ce qui s'exporte, évidemment, c'est les fèves de cacao. Et donc, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Sao Tomé, parce que ça fait partie de l'Afrique, le Gabon qui est en face, mais on en trouve aussi au Cameroun, en Tanzanie, et même de l'autre côté à Madagascar. Dans le nord de Madagascar, il y a des belles plantations de café qui ne fait pas de tort, hein. C'est un pays très pauvre et qui, j'espère, tirera des profits de ces exportations de fèves de cacao. Et puis alors plus loin, évidemment, il y en a en Asie. Ça devient des producteurs. L'Indonésie produit de plus en plus. Mais bon, il y a de la place en Indonésie, hein, c'est énorme. Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sri Lanka. En Indonésie, c'est plus sur Java, c'est plus sur l'île de Java que ça se fait. Et alors les pays d'Amérique latine, mais ça on l'a déjà cité la plupart,
Je pourrais peut-être ajouter Cuba, aux Antilles, le Belize, en Amérique centrale, aux Antilles, République dominicaine, tout petit peu en Haïti. Vous savez, Haïti, c'est un pays qui tellement de difficultés, où je suis né, mais bon, ça n'a pas été leur seule difficulté. Il y en a eu pas mal d'autres, et peut-être pire, peut-être. Et puis alors en Amérique centrale, hein, beaucoup, Nicaragua, Costa Rica, puis tout le nord de l'Amérique du Sud, Colombie, Venezuela, on en a parlé, Pérou, Équateur, Brésil, bon voilà. Est-ce que j'ai cité Cuba? Il y en a aussi à Cuba, mais bon, vous savez, Cuba est fort sous sanctions, enfin, bon, les pauvres, donc voilà, ils savent pas. Alors en fait, je dois vous montrer quelque chose à ce stade-ci, c'est assez génial. C'est ce produit, vous l'avez entrevu la fois dernière, hein, la pyramide des tropiques. Bon, bah, voilà, je ne fais pas de pub, hein, c'est la maison Pralus, ok. On m'a encore offert ça aussi, je vous l'avais dit. Et alors, vous voyez, c'est tout ce qu'on est en train de raconter, hein. Alors, c'est bien les couleurs, hein. Bon, c'est quand même festif, non? Noël, demain. Ben vous, ça sera passé déjà, hein, quand vous verrez ceci. Et donc, voilà, Papouasie, Indonésie, Sao Tomé, Trinidad, donc ça c'est du Trinitario, hein, vous savez maintenant. Venezuela, Tanzanie, oui, je crois que je l'ai cité, Ghana, Madagascar, Colombie, Équateur, voilà, les 10 couleurs, superbe. J'ai pas encore goûté, dessert, hein, bon, dessert et des produits de qualité, ça c'est des produits de qualité, c'est aussi une maison qui travaille de manière équitable et qui a toute une rigueur éthique derrière sa production. Ok, bon, on avance, ça on a couvert. Alors, il me reste plus beaucoup de temps. Ce que je vous expliquerai dans l'opus 3, avant d'en venir au bienfait, c'est comment on travaille les cabosses qui sont récoltés sur les cacaoyers et comment ça devient du chocolat. Donc, je vous annonce la couleur. De l'opus 3, il y a la récolte des cabosses, il y a les cabossages, la fermentation, très compliquée, je vous expliquerai ça en détail parce que c'est fascinant. Le séchage, très important, la torréfaction, vous doutez bien que c'est critique aussi, puis alors les dernières étapes, décortiquage, broyage, pression à froid, malaxage, conchage, c'est pas pour les cons, hein, le conchage, c'est ça qui a été inventé par Lindt, c'est le conchage, et puis finalement le tempérage, le moulage, l'enrobage. Bon, assez pour aujourd'hui. Mais cette partie technique est très importante. Vous allez comprendre quels sont les composés bourrés de bienfaits qu'il y a dans le chocolat. Et donc, je sais, bon, ça va faire plusieurs opus, mais bon, voilà. Moi, en tout cas, je m'amuse bien. Vous, j'espère aussi. Rendez-vous vendredi prochain pour encore plus de chocolat et pour voir peut-être la petite communauté... comment on va dire, digital, hein, vous savez, les petits quadrupèdes digitaux, ok? Bonne fête, à bientôt. Salut.